Bonjour à tous, merci d'être présents. Voilà, je pense que les dernières personnes vont se connecter d'ici quelques minutes. Donc l'objectif aujourd'hui était de faire ce webinaire autour d'un sujet qui intéressait beaucoup dans l'univers de l'EPM, de le pilotage de la performance. Donc c'était, alors si je peux juste reprendre, donc comment continuer à piloter aujourd'hui tout en anticipant votre organisation de demain. Donc c'était vraiment un cas de figure en fait qui est rencontré de façon assez régulière par nos équipes et donc par nos clients. Donc c'était un des sujets notamment qu'on voulait approfondir aujourd'hui. Donc ce webinaire il s'inscrit dans une série de contenus qu'on a mis à disposition, qu'on a créé autour justement du pilotage de la performance. Donc des webinars qui sont disponibles aujourd'hui en replay, mais également des livres blancs et des e-books et une série d'articles autour justement de thématiques du pilotage de la performance, qu'il s'agisse du pilotage de la performance financier, mais également RH, RSE, etc. Donc n'hésitez pas à consulter toutes ces ressources qui sont mises à disposition sur notre site internet. Donc, je me présente très rapidement, Nathalie Oyos, directrice marketing du groupe Data Value Consulting. Je suis aujourd'hui avec Delphine, Thomas et Sébastien. Donc, je vais les laisser se présenter rapidement. Vous voyez leur fonction à l'écran. Delphine. Delphine Rieter, moi j'ai rejoint Data Value il y a pas loin de 4 ans. Je suis en charge de la BU EPM et je travaille essentiellement avec Thomas et Sébastien sur plusieurs de nos projets dont on va vous faire part aujourd'hui. Exactement, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes, Sébastien Larme, associé fondateur de Data Value, et je travaille avec Delphine sur notre division ou BU comme on veut, EPM, pour travailler sur les problématiques sur le pilotage de la performance de l'entreprise. Et Thomas, qu'on ne voit pas mais qui est bien présent. L'homme de l'ombre. Bonjour à tous, Thomas Leclerc, je suis manager de l'équipe d'intégration des projets EPM dans la BU de Delphine. Et je travaille principalement avec la solution JDocs. Voilà. Donc du coup, comment va se dérouler ce webinaire? Donc une première partie vraiment plutôt, on va dire, durant lequel on va vraiment approfondir la thématique, poser les problématiques, exprimer les différentes solutions. Et une deuxième partie qui est plutôt une démo, voilà, pour voir concrètement dans l'outil GDocs de quelle manière se matérialisent ces différents aspects de l'EPM. Donc, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra soit pendant le webinaire ou soit à la fin. Et puis, on a aussi préparé quelques sondages, quelques questions vraiment pour essayer de sonder un petit peu l'état du marché. Donc, je laisse la main, Delphine, Sébastien, de votre côté. Alors, en fait, souvent, quand on arrive quand on vous appelle, etc., vous nous dites « Ah là là, c'est pas le bon moment pour parler de l'EPM, on est en plein changement, en pleine révolution, on est en train de changer notre référentiel analytique, on va changer aussi notre ERP, et du coup, on n'a pas le temps. » Eh bien, en fait, il s'est avéré que fut un temps, j'aurais partagé ce point de vue-là avec vous parce que j'aurais adoré aussi avoir mes référentiels tout propres, tout finalisés, etc. pour les mettre en place dans un EPM. Et en fait, on s'est rendu compte, après moult expériences avec Sébastien et Thomas, qu'à chaque fois qu'on arrivait pour mettre un EPM, on se prenait quand même une réorganisation d'analytique parce que forcément, vous repensez à votre pilotage. Et donc, forcément, ça a des impacts sur tout ça. Du coup, on s'est dit, c'est pas un vrai problème, vous pouvez être dans ce cas-là. Et du coup, on accompagne aujourd'hui nos clients qui sont en train de changer de ERP et qui nous disent, on ne voit plus rien, donc il nous faut qu'on voit aujourd'hui, demain et hier dans notre EPM. Quand on a cette problématique d'une réorganisation de l'entreprise, en fait, c'est un besoin souvent qui vient du COMEX, qui est normal, pour piloter différemment et avoir une vision sur les indicateurs sur une nouvelle orga ou une nouvelle activité dans l'entreprise. Et souvent, au niveau du service finance au sens large, donc DAF, contrôle de gestion, la question va être simple, finalement, cette réorganisation de l'entreprise, quel est son impact sur ma donnée que je vais récupérer pour la traduire dans mes reportings. Et finalement, la première question à se poser, c'est
elle est assez simple, mais elle n'est pas si évidente que ça. Finalement, quels sont les impacts sur mon système d'information de cette réorg et de cette volonté de la traduire dans des nouvelles dimensions ou dans des nouveaux axes analytiques, et donc se poser la question, finalement, est-ce que ça va être un sujet qui va devoir se propager sur l'ensemble de mes systèmes transactionnels, ou simplement c'est un besoin de reporting spécifique finalement que je vais pouvoir traiter avec mon Excel ou ma solution PM existante. Et donc cette première question finalement est vraiment prépondérante, puisqu'en fait ça va orienter quand même vos choix en termes de transformation. Si finalement c'est un nouvel axe d'analyse qui doit être créé dans les SI en amont, qui vont fournir de l'information derrière à la compta et à vos reporting, c'est de regarder quels sont les systèmes qui vont être impactés, leur capacité à pouvoir intégrer un nouvel axe d'analyse. Je parle d'un nouvel axe d'analyse en prenant un exemple finalement qui peut arriver. J'avais une organisation qui était mono-activité suivant mes codes orga, et finalement, je vais me retrouver avec du multi-activité sur chacun de mes codes analytiques. Donc, en exemple, ça peut être du retail où j'avais qu'une seule activité. Je vais me retrouver avec 2 activités sur lesquelles je veux suivre le PNL et le résultat de chacune de ces activités, avec des coûts partagés de locaux et autres. Donc, en fait, une complexité qui doit se traduire dans ces sites transactionnels. Donc, typiquement, un outil d'achat, un outil de gestion des temps ou un outil de vente, finalement. Regarder cet impact. Donc, s'il y a un impact et qu'on est obligé de passer par là, c'est de regarder avec la DSI cette analyse d'impact, d'avoir une roadmap, potentiellement se poser des questions importantes sur le temps et l'énergie et le budget qu'il faudra allouer à cette transformation. Et en même temps, vous allez vous retrouver avec malgré tout des reportings à produire dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, et aussi l'organisation de demain, et avec potentiellement une échéance à 1 ou 2 mois de temps de s'organiser pour produire des reportings suivant les besoins de ce COMEX. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, si je dois passer par un plan de transfo, malgré tout, vous devez vous acheter du temps, parce qu'en fait, on ne peut pas accepter d'avoir une rupture sur les process de reporting, sur le pilotage de la performance. Et vous allez être contraint à 2 sujets. Finalement, le premier, c'est de travailler sur cette nouvelle orga dans tous les SI, et en même temps de trouver une solution pour produire ce reporting coûte que coûte pour votre COMEX. Et une des questions qui pourra se poser, c'est voilà, s'il y a quand même cette réorganisation a un impact fort, que vous soyez sur Excel ou une solution EPM, c'est de se poser la question, est-ce que j'en profite pour changer de techno en même temps, c'est-à-dire passer d'Excel à une solution plus sécurisée, plus industrialisée et centralisée de type une solution EPM, ou est-ce que je garde mon ancienne solution, je revois le modèle, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment toutes ces grandes questions qu'il va falloir mener avant de prendre les premières décisions. Donc voilà, c'était pour présenter le cadre de la problématique que vous avez dû gérer déjà dans vos activités. Donc quelques questions, enfin là tout à l'heure on se posait beaucoup de questions, maintenant quelques réponses. Quand on parle d'un impact sur un système d'information, finalement, quand on crée un nouvel axe d'analyse ou une codification différente et qui doit se propager finalement en termes de référentiel dans tous les SI, on va bien sûr devoir déjà s'assurer que chacun des systèmes d'information, je dirais sources, va pouvoir accepter ce changement de vision analytique. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, l'ensemble des flux qui
qui transitent entre chaque système seront impactés. On devra les faire évoluer finalement ce nouvel axe d'analyse, l'intégrer dans toutes les interfaces, et donc de voir aussi les problématiques potentiellement de mapping au milieu quand un SI ne peut pas intégrer cette nouvelle information. On va avoir aussi une évolution de la clé analytique, puisque là, en compta, c'est quand même le fournisseur principal de cette information, et il y aura un impact également sur la compta, avec les interfaces qui peuvent venir des achats ou des ventes pour intégrer cette nouvelle vision. Aussi un impact sur si vous avez un data warehouse et un portail BI qui est adossé pour les opérationnels, donc également pouvoir leur fournir cette vision avec ce nouvel axe, et bien entendu l'évolution de votre solution que vous utilisez pour produire vos reporting, faire votre budget, vos forecasts et votre suivi budgétaire. Et là, maintenant, on va passer sur les impacts sur la solution OPM, puisque là, c'est le cœur de notre sujet. Donc, on a pu voir déjà sur un plan de transfo, quand on doit passer par un plan de transfo du SI, c'est un projet, entre guillemets, titanesque, où il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et quand on peut éviter aussi ce plan de transfo, c'est de l'énergie qui n'est pas dépensée sur ce point-là. Si l'outil EPM permet, par des règles de gestion, des règles de mapping, ou potentiellement d'avoir une vision un peu plus éclatée sur un axe où on utilise finalement, on déduplique certains codes pour gérer cette nouvelle activité, je reste dans mon exemple, bien entendu, c'est jouable que si on a des combinatoires qui restent restreintes. Si par contre on a 50 codes à créer sur chaque code existant, ça ne marcherait pas non plus, donc on ne peut pas y couper. Et du coup, quand on est sur un système Excel, de gérer ces tables de mapping supplémentaires, de gérer une vision historique, réelle, et puis forecast budget avec ce nouveau modèle, là on commence à rentrer dans des difficultés importantes, et c'est de se poser aussi la question, finalement, est-ce que je fais du neuf avec du vieux quand on est sur une solution PM? C'est de se poser la question aussi de l'obsolescence technique et l'obsolescence de mon modèle. Est-ce qu'il était prévu aussi pour être suffisamment évolutif avec cette nouvelle organisation? Et donc, voilà, c'est ces grandes questions et les réponses que vous serez amenés à apporter sur cette réflexion quand on est soumis à ce type de réorganisation par rapport à un changement finalement de la clé analytique. Donc, comme on peut voir, on a 3 configurations possibles. On va dire qu'il y en a une qui est très légère, qu'elle se passe. Alors, elle est légère quand on a un EPM. Quand on est dans Excel, ça veut dire qu'il va falloir reprendre tous nos tableurs, nos graphiques, parce qu'en fait, le codir a juste voulu relooker un peu son reporting. Donc ça, je dirais que c'est rien à faire, sauf que dans Excel, c'est compliqué dans le sens où il faut revoir toutes les formules, il faut revoir tous les formats, il faut revoir aussi tous les écrans qu'on envoie si on fait aussi de la collecte d'informations. Donc, il y a un petit travail qui est un peu pénible à faire sous Excel, mais c'est encore faisable par les contrôleurs de gestion. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est aller une nuit ou un week-end. C'est souvent comme ça que ça se passe. Si on a un EPM, normalement, on est formé pour le faire. Le contrôle de gestion est un key user, donc il arrive à refaire ses reportings assez facilement parce que là, il n'y a pas un impact très profond sur le référentiel, sur ses dimensions. C'est juste du relooking. Donc, un petit coup de peinture et c'est rafraîchi. Maintenant, si on repart du principe de l'évolution de votre référentiel analytique qui a été exposé par Sébastien, là, on va voir qu'on a 2 profondeurs de complexité. La première, en fait, et là, on vous le montrera un peu plus tard dans la démo qui va être présentée par Thomas,
là, on va avoir une explosion. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une activité. Au début, on n'était que sur un service, et puis ça va devenir 3 services l'année prochaine. Et là, les questions qu'on va se poser, c'est quand est-ce que je vais lancer ma refonte analytique et comment je vais la traiter dans mon EPM. Après, je peux aussi avoir une fusion où là, c'est plutôt une réorganisation, une restructuration ou une acquisition. Et là, du coup, là où j'avais N, ça va devenir 1 ou 2. Et la transformation, on va dire, un peu plus profonde, c'est celle exposée par Sébastien, qui est l'ajout, en fait, d'un champ analytique dans votre clé, qui peut être une activité. C'est-à-dire qu'au départ, comme j'étais mono-activité, je ne le suivais pas, je n'avais pas cette dimension prévue dans mon EPM. Et là, j'ai été obligée de la rajouter. Donc là, en effet, on se trouve devant le cas de j'ai une solution comme GDocs qui est assez évolutive, je peux rajouter ma dimension, on sait faire. C'est une histoire de 1 à 2 semaines parce qu'il y a la recette, et ça j'insiste. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait assez bien si le modèle a été bien pensé. Ou alors, parfois, on va se dire, en fait, mon outil est un peu obsolète. Est-ce que je peux lancer un projet? Combien de temps ça va durer? Parce que, en effet, en parallèle, j'ai ma transformation qui se fait dans mon ERP. Est-ce que je peux aller plus rapidement avec mon EPM? Alors, normalement, oui. C'est une question de quelques mois pour repenser tout ça, mais ça veut dire aussi qu'on a bien vu en amont certaines règles de gestion. Donc là, vous allez avoir un sondage parce qu'on voudrait voir avec vous où vous en êtes. Donc, dès qu'il y a un changement impactant votre reporting, est-ce que vous utilisez Excel pour produire vos analyses? Alors oui, je dois saisir mes données et maintenir mes tableaux pour produire mon reporting. Donc là, ce n'est pas un week-end, mais c'est beaucoup de nuits. Oui, j'alimente mes données dans Excel via macro formules qui mettent à jour mes tableaux et graphiques. Donc là, s'il n'y a pas un crash au niveau des formules, allez, on sera à que de nuit. Non, je dispose d'une solution de reporting. Et donc là, du coup, c'est déporté sur votre service DSI ou votre key user. Et du coup, c'est lui qui met à jour cette partie-là. Non, je désire faire évoluer mon application EPM. Et donc là, soit vous avez déjà votre autonomie ou alors vous avez besoin d'aide. Là. Oula. Alors, le résultat, c'est que 60% passent leur nuit et leur week-end à mettre à jour leur Excel et seulement 40% disposent d'une solution reporting. Ok. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que les axes de pilotage ont évolué, donc on essaie de voir les impacts. Et c'est là où, en fait, les questions sont importantes. Parce que, comme on l'a dit, on ne veut pas de rupture dans l'analyse. C'est-à-dire qu'OK, on fait la révolution, on veut piloter différemment, on veut avoir plus d'analyse, mais comment on peut amoindrir ces impacts? Sur le suivi budgétaire, on va se mettre dans le cas où, en fait, j'ai décidé d'avoir un changement l'année dernière. Et donc, du coup, j'ai fait mon budget sur le nouvel analytique. Mais du coup, pendant tout le moment où je fais mon suivi, je dois retraiter mon passé, puisque mon passé était sur l'ancien analytique. Et donc, pour avoir un suivi budgétaire qui soit cohérent, il faut bien que j'ai revu mon historique avec le nouvel analytique. Donc, j'ai bien réfléchi à mes règles de gestion qui disent telle rubrique va à tant de pourcents sur telle rubrique, ou alors c'est en fonction d'un inducteur qu'on choisit, ou alors c'est en fonction d'un historique. On peut toujours faire ça. Il faut toujours qu'on pilote le présent et le futur. Et donc, ça veut dire que le futur, il faut aussi qu'on soit capable de faire nos forecasts. La pertinence. La pertinence, souvent, c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, on se dit « Oh, c'est pas grave, mon EPM, il sait faire du proforma tout seul. » C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de prendre le nouvel analytique et puis on va dire que je n'ai pas pensé à garder et à conserver mon ancien analytique en vision dans ce même EPM. C'est-à-dire que j'ai tué mes cubes et j'en ai refait d'autres. Et donc, du coup, je pilote qu'avec l'analytique 2023. Seulement, je vais avoir des écarts et ces écarts, je ne sais pas les neutraliser puisque j'ai perdu trace de ce que c'était avant. Et donc, du coup, je ne peux pas faire mon proforma de mes données 2023 à 2022
pour voir en fait les impacts qui sont dus à cette restructuration. Donc là, c'est ça qui est important et c'est ça que nous, on propose à nos clients et que vous allez voir dans la démonstration, c'est de voir le avant-après avec l'analytique 2022, avec l'analytique 2023 pour voir justement neutraliser ces impacts-là. Et la continuité. Là, la continuité, là, vous êtes en ce moment en train de vous dire, tiens, je vais changer mon analytique pour 2024. Donc, je vais penser à faire mon budget avec l'analytique 2024, sauf je le mets à disposition dans mes maquettes Excel ou dans mon EPM. Mais du coup, il faut que je continue à piloter avec mon analytique 2023. Donc, c'est avoir cette cohabitation, en fait, selon le processus que l'on lance au cours de l'année pour avoir, en fait, les deux analytiques disponibles et continuer sans rupture du process financier qui est quand même le reporting, le budget, le forecast et le plan à moyen terme. On se refait un petit sondage. Donc là, vous êtes en train de changer votre analytique. Qu'est-ce que vous adopteriez? Vous synchroniserez en fait votre changement d'analytique avec le début de l'exercice fiscal et vous gérez un mapping sous Excel pour upgrader le budget effectué au cours de l'année précédente. Dès mon processus budgétaire, je réalise ma planification sur nouvelle analytique via des fichiers Excel, ce qui complique son pilotage et me fait créer des fichiers Excel. En cours de réflexion sur le scénario adopté pour gérer ce sujet, help. Je ne sais pas comment faire. On va attendre quelques minutes. On vous laisse quelques minutes pour répondre. Ouais, on laisse, parce que ça a changé. Ah là, j'ai un beau 75-25. Tu peux y aller. Donc, en fait, j'ai... Ah non, ça a rebougé. Donc, je vais attendre. Ok, donc maintenant, on est à 50%. Donc, j'ai 50% où, dès mon parcours budgétaire, en fait, je me lance sur le nouvel analytique. 33% qui sont en cours de réflexion sur ce scénario, ce qui, même 43% maintenant, ça change. Et 14% qui synchroniseraient en fait le changement analytique avec l'exercice fiscal. C'est vrai que c'est la meilleure solution, en fait. C'est pas mal de le faire. Alors, je dirais que c'est la meilleure solution, c'est ce qu'on croit, mais souvent, par retour d'expérience, on a nos clients qui nous disent « Ouais, on peut lancer le projet parce qu'en janvier, c'est bon, on sera sur le nouvel analytique. » Or, il s'avère que si on se cale vraiment sur le planning de l'ERP, en janvier, on ne sera pas sur le nouvel analytique dans l'ERP, mais on le saura que sur l'EPM. Donc, c'est vrai que le faire dès mon parcours budgétaire, c'est aussi très intéressant de le faire. C'est une bonne idée, une bonne stratégie. Alors, comment on s'achète du temps et la paix avec son COMEX? Parce que forcément, quand le COMEX a pris une décision, il faut l'appliquer tout de suite et ce n'est pas la peine de revenir les voir en disant bah, « Écoutez, le temps que je change tout, il y en a pour 6 mois, 1 an et vous aurez votre nouveau pilotage puisque entre-temps, en 6 mois, 1 an, ils auront d'autres idées pour piloter différemment. » Donc, face à tous ces impacts, comment on satisfait cette demande? Et bien, c'est vrai que la solution EPM, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, elle est très modulable, très maniable. Donc, de par son ADN avec le multidimensionnel, comme l'a expliqué tout à l'heure Sébastien, c'est vrai que si on est dans un ERP, on rajoute un champ ou plusieurs, donc ça fait rajouter des tables, mais du coup, ça ne traite pas le passé et ça ne traite pas non plus le futur. Donc, on n'a pas ces écarts-là. Par contre, le multidimensionnel, lui, sait très bien gérer le futur, très naturellement. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on arrive aussi à retraiter le passé avec une couche 2023. C'est-à-dire le 2022 devient du 2023 et 2023 peut aussi se revoir avec un petit côté vintage 2022. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ces outils-là, eh ben, en fait, là où avant c'était compliqué, aujourd'hui, ils nous facilitent cette prise en main et nous facilitent cette transition. Alors, souvent, comment ça se passe? On le fait en 3 temps. C'est-à-dire qu'on a 3 phases. C'est-à-dire qu'on a l'actuel, on part de notre modèle actuel, on regarde si on peut le faire évoluer ou s'il faut tout casser. Ça peut arriver parce que des fois, la solution EPM est là depuis très longtemps, 6-7 ans. Soit c'est une vieille solution, soit c'est une solution qui, en effet, comme GDocs, est upgradée tous les ans et a plein de fonctionnalités. Donc, elle a su bien évoluer, donc elle a bien tout intégré, toutes les nouvelles fonctionnalités, toute la nouvelle souplesse. Donc ça, on arrivera à le faire. Donc, on part de ce modèle-là.
Après, on va arriver sur une phase de transition. Donc, comme vous étiez aussi majoritaire à dire, je vais réaliser mon budget N+1 tout de suite avec le nouvel analytique, on met en place tout de suite un module budget avec ce nouvel analytique, tout en conservant l'ancien analytique, c'est-à-dire l'analytique en cours, qui vous permet en fait de continuer à produire vos forecasts et aussi vos reportings. Mais imaginons maintenant sur le forecast que vous soyez en rolling forecast, c'est-à-dire qu'on va complexifier. C'est-à-dire que le rolling forecast, en plus, vous n'allez pas le continuer sur l'exercice fiscal, mais vous êtes à 12 mois glissants. Ça veut dire que le forecast, à un moment donné, va être avec la prochaine analytique au cours des mois, c'est-à-dire à partir du mois de juin, c'est à partir du mois de juillet, quand je vais faire mon forecast, je vais commencer à le faire sur la nouvelle analytique et aussi l'ancienne analytique, parce que j'en ai besoin pour finir mon année, mais j'en ai besoin pour débuter la prochaine année. Donc, vous voyez, le multidimensionnel peut permettre ça. Et enfin, le futur, c'est-à-dire, ça y est, j'ai changé d'année, j'ai tout le monde sur le même analytique, tout va bien, mais je veux voir mes impacts et éliminer et neutraliser les impacts de ma restructuration. Et du coup, je peux à chaque fois retourner dans le passé avec ma vision de mon nouvel analytique pour voir ces impacts-là et les neutraliser dans mes analyses. Donc, si on regarde bien, l'EPM, ça permet quoi? Ça permet de s'acheter du temps, mais ça permet surtout de ne pas avoir de rupture dans son process. Ça veut dire que je peux continuer à vivre en ayant tous ces changements-là, toutes ces révolutions-là. J'arrive à produire mon suivi financier, à faire mes forecasts et mon budget. Donc, le réflexe de « il est urgent de ne pas toucher son EPM », on l'oublie. Parce qu'en fait, si c'est lui qui va vous faire gagner vos nuits et vos week-ends, c'est lui qui va vous permettre d'être serein à chaque transition analytique, parce que de toute façon, tout va être industrialisé, tout va être contrôlé, et du coup, oubliez les crashs de formules et de macros dans Excel, oubliez les classeurs Excel qui vont avoir forcément à un moment donné une rupture parce qu'ils vont être corrompus. Tout ça, c'est fini. Avec cet outil-là, vous êtes tranquille. Donc, nos objectifs, quand on vous accompagne, c'est vraiment limiter au maximum l'impact sur la production des résultats. Donc, c'est vraiment de pouvoir vous donner les moyens que ça soit le moins sans douleur possible et que vous puissiez continuer à faire vos reportings et vos forecasts. Pour ça, pour que ça soit indolore, il faut vraiment anticiper la gestion des modifications. Et là, pour le coup, il ne faut pas aller tout de suite se dire « Allez, ça y est, hop, j'y vais, je casse tout dans l'outil, hop, je fais mes évolutions, je me crée mes modules, etc. » Non. On se réunit, on réfléchit et on regarde les évolutions et surtout, on pense à la donnée. Souvent, quand on est sur un EPM, on pense aux dimensions et on oublie la donnée. Sauf la donnée, elle est présente dans votre cube, elle est présente dans vos fichiers Excel, elle a un historique, une histoire, elle a un présent et elle va avoir un futur. Donc, il faut voir comment cette donnée va se transformer avec ces changements analytiques. Et une fois qu'on identifie tous ces changements, on a toutes les règles de gestion et donc on les construit ensemble et ce qui va nous permettre d'avoir une navigation avant, pendant et après assez facilement dans l'outil. Du coup, on maîtrise l'ajout d'une ou plusieurs dimensions si c'est nécessaire. On maîtrise aussi le fait de créer des dimensions parallèles. Donc ça, c'est surtout pour les gens qui ont déjà un EPM. Et surtout, on sait reprendre notre historique. Donc du coup, on a un historique qui est pro forma avec le nouvel analytique, mais aussi on sait le conserver avec l'ancienne analytique. Et très facilement, comme les écrans sont plugués sur votre modèle, souvent, ils se mettent bien à jour. On a peu de choses à retravailler, à rajouter des fois des colonnes ou à rajouter une combo box, mais généralement, c'est très peu. Et du coup, ça se fait assez facilement. De plus, vous allez voir dans la démonstration que va vous faire Thomas que la navigation entre le avant et après se fait très facilement et c'est très fluide. Et comme ça, on peut en prendre en compte toutes les prochaines planifications sur ces nouvelles dimensions. C'est-à-dire, si j'ajoute un axe activité, je pourrais faire mon budget avec ce nouvel axe et continuer à produire mon reporting alors que je n'ai pas encore cette activité au cours de mon année, mais que je l'ai pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que l'on vient de vous présenter ?
N'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra de toute façon dès qu'elles arrivent, sinon on peut continuer, les prendre à la fin. Bah, du coup, Thomas, c'est à toi. Maintenant, vous allez voir la vraie vie et vous montrer que ce n'est pas que du slide, ça existe vraiment. Merci Delphine. Nous sommes dans GDocs et ce qu'on peut, on va commencer par parler des cas de transformation de votre analytique. Comme ça, on va illustrer par des cas pratiques avant de vous présenter ce que ça va donner dans un PNL ou dans une analyse géographique. Donc, le premier cas, et c'est le plus courant et le plus classique que nous pouvons rencontrer, c'est le cas de transcodification simple. Par exemple, vous faites un changement sur votre ERP ou votre CRM ou votre compta, et dans l'analytique de l'année dernière, donc 2022, par exemple, la région, le code de la région Pays de la Loire, c'était PDL, et dans votre nouvelle analytique, vous avez un changement de compta ou un changement d'un système source, et le nouveau code, ça va être PL, pour Pays de la Loire. Donc dans les EPM, ça va être juste une table de transcodification, donc d'un mapping d'un code vers un autre, et la donnée va pouvoir se transférer automatiquement et assez facilement. Donc comme ce cas il est relativement très simple à gérer, il est facile aussi à gérer sur Excel, je ne vais pas l'illustrer, mais ça fait partie dans la démo, mais ça fait partie des cas qu'on rencontre aussi assez régulièrement. Le cas numéro 2 que l'on va illustrer dans notre bilan tout à l'heure, c'est un cas d'explosion. Donc, on va rentrer plus dans un niveau détaillé. Sur notre analytique 2022, nous avions du budget, nous avions du réel qui est arrivé sur une rubrique de notre PNL qui s'appelle service. Demain, lorsqu'on va faire notre reforecast, sur l'analytique 2023 de cette année, cette division est subdivisée et on rajoute un niveau de détail en maintenance matérielle, location matérielle et coaching. Tout ça, ce sont des services, sauf qu'on décide de les suivre maintenant. Donc c'est des cas simplistes, mais c'est pour le bien de la démo et de la compréhension. Donc là, on est sur une explosion. On avait un élément, demain on en a N. Donc évidemment, on va avoir des règles d'explosion et de répartition avec des poids, etc. Le dernier cas qu'on va aborder, c'est le cas de fusion. Donc on part cette fois-ci de n éléments, de plusieurs éléments, et à la fin, dans notre nouvelle analytique, on va plutôt en avoir qu'un seul. Donc là, on est dans le cas où la région Paris-Est, que l'on suivait séparément dans l'analytique 2022, va être comprise dans une nouvelle région. Enfin, on garde un ancien élément, mais Paris va se retrouver contenu dans la région Nord-Est. Donc là, on est plutôt sur une acquisition ou sur une fusion. Voilà. Donc on part de n éléments, on arrive dans un seul élément à la fin. Voilà. On va passer tout de suite au PNL. Ici, vous retrouvez les fonctionnalités standards de GDocs et standards d'un outil EPM qui fonctionne toujours de la même manière. Donc on a en haut tout ce qu'on va retrouver sur de la navigation et sur du point de vue. Point de vue, c'est-à-dire un genre de filtre, sauf qu'on se positionne sur une vision multidimensionnelle, donc ça va nous permettre de nous filtrer sur notre vision. Donc on va retrouver des box ici, des boîtes de sélection, et ici on a la possibilité de sélectionner notre analytique. Donc soit on se met sur le plan de l'année dernière, soit on met sur le nouveau plan de cette année. Le plan de l'année dernière, on va retrouver nos 2 régions, y compris Paris, et le plan de cette année, on ne va pas retrouver Paris. Il va être comprise dans la région Nord-Est ou la région Nord-Ouest. On a aussi la possibilité de sélectionner des années, et puis là, on a pour l'exercice, on retrouve nos régions. Donc par exemple, si je me mets sur l'analytique 2022, vous allez avoir un écran qui va changer par rapport à l'analytique 2022. Donc sur l'analytique 2022, nous retrouvions nos régions Paris, Paris-Est, Paris-Ouest. Et si on re-switch sur l'analytique 2023,
Paris aura disparu et aura été mixé dans les régions nord-est, nord-ouest. Donc, le filtre de données ne se fait pas que sur les tables, sur les tableaux, se fait aussi évidemment sur les boîtes de navigation. Ici, je vais partir de l'année dernière. Donc, je vais me remettre sur l'analytique 2022 et je vais afficher les chiffres de 2022. Ce que l'on peut voir, c'est que l'année dernière, nous avions notre rubrique service. Je vais zoomer un petit peu, ça va peut-être être plus confortable à l'écran. Nous avions notre rubrique ici, dans le chiffre d'affaires, des services. Et ce qui va se passer, c'est que si je me mets par exemple en 2023, on va avoir notre budget 2023 ici qui s'affiche avec la rubrique service. On va avoir notre réel de l'année dernière qui va s'afficher aussi. Et si ça va être exactement les mêmes chiffres, mais si je change d'analytique, la rubrique service va disparaître pour laisser place à coaching, location de matériel et maintenance matériel. Et ce que l'on peut voir, c'est que la règle de gestion dont Delphine parlait tout à l'heure qui a été mise en place, c'est que on a eu une pondération, c'est-à-dire un transfert. Donc là, c'est un transfert pondéré avec un poids à 1 sur les 3 nouvelles rubriques. Mais nous avons transformé notre réel de l'année dernière, qui était sous l'analytique 2022, et on a réalisé une répartition, bah, du coup là, qui est linéaire, uniforme. Donc nos services avant qui faisaient à peu près 30, 40, 46, 47 millions, bah, ont été répartis directement sur les 3 nouveaux éléments. Donc là, on a réalisé notre explosion. Évidemment, dans les écrans, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez vu la table qui a changé un petit peu en fonction de l'analytique qui a été sélectionnée. Donc si on est sur l'année 2023, on va pouvoir saisir notre forecast. Donc là, je vais me mettre sur une région bien précise. Je vais me mettre sur, par exemple, nord-est. Hop. Ici, nous avons la saisie de notre forecast qui est possible dans GDocs. Donc, par exemple, ici, je vais saisir 20. Voilà, j'ai 20 qui sont rentrés. On va pouvoir saisir notre forecast ici, pouvoir faire une répartition uniforme sur nos. On va pouvoir faire une répartition ou mettre directement, affecter la valeur de 10 000 partout. Donc, sont des fonctionnalités standards de GDocs qui permettent de répartir à partir d'un élément par an agrégé. Donc là, on est sur un forecast à partir d'avril jusqu'à décembre. Donc si on saisit dans la case forecast, il va nous ventiler ça directement. Ce sont des fonctionnalités standards de GDocs qui permettent de faire du budget, y compris du budget et du forecast en top-down ou en répartition directement sur les mois. Voilà pour la partie ventilation native. Et ce qu'il faut noter, c'est que si jamais je me remets sur l'analytique 2022, on ne doit pas faire du forecast sur l'analytique de l'année dernière. Donc on va avoir un écran qui va s'adapter et qui va enlever la partie forecast, parce que le forecast, on l'a autorisé que sur l'analytique 2023. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était pour illustrer la partie reprise de l'historique dans le cas de l'explosion des services sur trois nouvelles rubriques. Donc qui sont le coaching, la location de matériel et la maintenance de matériel. Maintenant, le cas que nous n'avons pas vu encore, c'est le cas de la fusion de régions. Donc on va aller sur la présentation géographique. Ici, nous avons pris exactement la même table. Et là, dans GDocs, quand j'ai fait la démo, j'ai pris exactement la même table. Et en fait, j'ai pivoté d'axe. En fait, la partie rubrique PNL, je l'ai fait remonter dans une box ici. Ça va devenir mon filtre. Donc on passe mes rubriques PNL en point de vue. Et ma partie région, je l'ai redescendue en ligne dans ma table. Voilà. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai mon analytique 2022, c'est mon réel. En fait, les données sont stockées au même endroit, sauf que j'ai eu des règles de gestion qui ont normalement été écrites et vues ensemble lors des ateliers.
des règles de gestion qui ont permis de dire que Paris-Est rentre dans la région sur l'analytique 2023. Donc, on transfère les données de 2022, analytique 2022, à année 2022, analytique 2023. Donc, on a une vision pro forma des données du passé. Donc, on voit bien que sur Paris, on n'a plus que 0 en données et que Paris-Est, d'un montant au budget de 13 millions, le budget qui a été fait l'année dernière, donc sur l'ancienne analytique, de 13 679, on va retrouver Paris-Est dans la région Nord-Est et on aura donc une augmentation du budget de 16 millions. Donc, on passe de 59 à 73. Et bien sûr, Paris-Est est rentré dans Nord-Ouest et Paris-Ouest est rentré dans Nord-Ouest. On agrège ça dans tout ça dans la région Nord et on a l'agrégation naturelle aussi qui se fait, simplement. On peut voir que on a la possibilité, si on affiche les régions qui ne sont censées ne pas être dans l'analytique 2023, on va avoir aussi la possibilité de désactiver la saisie sur les régions qui ne sont pas présentes dans l'analytique, mais ce qui nous permet d'afficher tout type de données. Voilà, je pense que on a fait le tour sur la petite démonstration sur GDocs. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci beaucoup Thomas pour cette démo. Donc effectivement, tout a été scénarisé dans GDocs, dans l'outil GDocs. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez, si vous souhaitez approfondir un petit peu ce sujet avec nous, en savoir plus sur la solution ou sur votre cas personnel, entre guillemets, comment le mettre en place par rapport à vos problématiques au sein de votre entreprise, n'hésitez surtout pas. On arrive en fin de webinaire. J'espère que c'était clair. On vous enverra donc le support et puis quelques ressources complémentaires. N'hésitez surtout pas également si vous souhaitez donc approfondir ce sujet avec l'un de nos experts. On vous enverra un mail donc, juste après la session pour prendre contact avec vous. Merci à tous. Merci Sébastien, Thomas, Delphine. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.